Été 1942 près de Stalingrad, les forces soviétiques battant en retraite. Le chaos règne sur le front. Alors que les soldats tombés terrifiés se retirent d'un du champ de bataille, s'épêchant de Levar, ils ne trouvent pas la sécurité à l'arrière. Au lieu de cela, ils trouvent leur propre armée qui les attend, fusil puisseau près. Cette année-là, sous le brutal ordre numéro 227 de Staline, la retraite était considérée comme une trahison. Les troupes, souvent issues du commissariat du peuple aux affaires intérieures, la police secrète et de sécurité intérieure de l'Union soviétique, recevaient l'ordre de tirer sur tout soldat fuyant sans permission. En seulement 2 mois, plus de 15 000 soldats soviétiques ont été arrêtés pour avoir battu en retraite, des centaines ont été exécutés et des milliers d'autres envoyés dans des bataillons disciplinaires. Des unités autrefois affectées aux missions les plus périlleuses avec une faible probabilité de survie. Aujourd'hui, la Russie présente son armée comme une force moderne, disciplinée et précise. Les parades défilent en formation parfaite sur la place rouge. Des missiles avancés, des drones élégants et des uniformes impeccables créent l'image d'une force irrésistible. L'Union soviétique n'existe plus, et l'armée russe a parcouru un long chemin. Ou bien est-ce vraiment le cas ? Car dès qu'on regarde vers l'Ukraine, cette image commence à se fissurer. Une armée d'un autre genre prend forme, une armée gouvernée par la peur, le contrôle et la mise au rebut silencieuse. Sur le papier, l'armée russe paraît ordonnée. Des grades, des commandements, des chaînes de responsabilité claires, un système hiérarchique où chacun connaît sa place. Mais si l'on gratte cette image, une autre structure apparaît, non définie par la doctrine mais par la peur, l'improvisation et des calculs silencieux sur qui pourra survivre un jour de plus. Il y a 2 chaînes de commandement, l'officielle et celle qui compte réellement. La véritable hiérarchie n'est écrite nulle part, mais chaque soldat l'apprend rapidement. Au sommet, il y a les formations d'élite comme les Voduchno Desantnie Wojska ou les Spetsnaz, des unités avec des liens politiques, du prestige au combat et un accès au meilleur équipement. Elles tournent plus fréquemment, évitent généralement les missions les plus difficiles et sont habituellement protégées des reproches quand les choses tournent mal, et elles tournent mal. Juste en dessous d'eux, on trouve principalement des forces comme la Rasguardia et les Kadyrovtsi, qui ne sont pas positionnées comme troupes de première ligne, mais plutôt comme forces de maintien de l'ordre interne, même si des rapports les placent parfois aussi dans des rôles de combat. Ne vous laissez pas tromper. Ils ne participent généralement pas au combat, ils agissent comme des unités de barrage modernes, placées derrière les soldats réguliers pour maintenir la discipline. Leur mission principale n'est généralement pas de combattre l'ennemi, mais de maintenir leur propre camp en ordre. Si quelqu'un essaie de battre en retraite, ce sont eux qui attendent avec des fusils. C'est une résurrection discrète de l'ancienne logique de Staline. Il vaut mieux craindre son propre camp que l'ennemi. Cet environnement produit son propre vocabulaire amer. Les soldats appellent ces agents de l'ordre interne les troupes de chameaux. Ce terme est chargé de sarcasme et de désespoir. Près du front, il désigne des hommes non armés envoyés sous le feu pour transporter des munitions et de l'équipement, tels des bêtes de somme, cibles vivantes. Plus à l'arrière, la même expression se moque des unités comme la Rasguardia, considérées comme ne portant que le fardeau de l'application des règles tout en évitant elles-mêmes le combat. Ceux qui refusent d'obéir aux ordres ou montrent des signes de faiblesse sont appelés Refusenix, un terme emprunté et désormais utilisé pour intimider. Pour beaucoup, recevoir cette étiquette signifie être retiré de son unité et envoyé dans un endroit bien pire. En dessous de ce niveau intermédiaire se trouvent les forces principales mobilisées, les réservistes et les conscrits. Beaucoup ont été envoyés en urgence avec une formation minimale. Certains ont entre 40 et 50 ans. Ils effectuent de longues rotations épuisantes avec peu de clarté. Pris entre un commandement indifférent et la menace constante de sanctions, tout en bas se trouvent les condamnés jetables extraits des prisons, des soldats faisant face à des punitions. Des unités pénales comme Storm Z, ce ne sont pas des atouts tactiques, ce sont des outils pour encaisser les pertes. Envoyés en avant avec du matériel défectueux, des ordres vagues et presque aucune chance de survie. Leur mission n'est pas la victoire, c'est de provoquer du mouvement, d'occuper le terrain, de saigner. D'abord, dans ce système, la punition commence bien avant que la balle ne frappe. Et ce n'est pas seulement pour avoir enfreint les règles, c'est pour avoir brisé le rythme, pour avoir perturbé l'avancée sombre et implacable exigée par le commandement. On peut être puni non seulement pour avoir refusé des ordres, s'être plaint, avoir battu en retraite, mais aussi pour avoir été dans la mauvaise unité au mauvais moment. Le terme refusnik ne désigne pas uniquement ceux qui défient publiquement l'autorité.
L'hésitation, l'épuisement ou même des questions mal placées peuvent vous marquer. Certains se trouvent dans les sous-sols, près du front, d'autres sont envoyés creuser des tranchées sous le feu. Des cibles non protégées. Les pires enfants ne sont pas réaffectés pour se reposer, mais pour attaquer les unités Z. Ce n'est pas une seconde chance. C'est une condamnation à mort, en uniforme, un abaissement délibéré au rang des sacrifiables. Les rapports du terrain parlent de soldats gardés dans des fosses, de véritables trous dans le sol. D'autres sont battus par leur propre commandant, la punition étant infligée sur le champ. Certains sont renvoyés au combat sans armes, non pas comme combattants, mais comme exemple vivant. Un message pour les autres. Voici le prix à payer si vous sortez du rang. Il ne s'agit pas de discipline militaire traditionnelle, c'est une question de peur brute de maintenir les soldats terrifiés par leur propre chaîne de commandement. Et vous les faites avancer, même droit dans la gueule du loup. La menace est permanente et l'application brutale. Les accusations officielles sont rares, les conseils de guerre jugés inutiles. Beaucoup de punitions ne sont pas officielles. Pas de procès, pas de paperasse, juste une décision rapide de quelqu'un plus haut dans la chaîne officieuse. C'est efficace. Négation possible. Les lois de la Russie sur la désertion et la désobéissance sont devenues nettement plus sévères depuis le début de l'invasion. De nouveaux amendements permettent jusqu'à 10 ans de prison pour une retraite non autorisée ou une reddition. Pourtant, ces lois semblent souvent lointaines. Peu de contrevenants finissent en prison. La majorité est traitée immédiatement, localement et brutalement. Dans certaines unités, la désobéissance équivaut à une exécution silencieuse, rapide et exemplaire. Un seul coup de feu, un corps laissé là où d'autres le trouveront. Dans d'autres, la punition est plus subtile, une lente érosion de l'espoir, la nourriture retenue, les besoins médicaux délibérément retardés, une rétrogradation soudaine qui vous rapproche d'un pas de la prochaine vague jetable envoyée dans les champs de mines. Cela engendre une culture étouffante du silence. Les soldats ne posent pas de questions, ils ne signalent pas les abus, ils observent, ils attendent. Ils exécutent dans les ordres à la lettre, sachant que l'initiative peut être aussi risquée que la couardise. Certains commandants manient ce système avec une précision froide, d'autres en abusent simplement, sans aucun contrôle réel. Dans tous les cas, cela fait fonctionner la machine par la crainte. Comme tous les systèmes basés seulement sur la peur, ils s'effondrent. Des fissures apparaissent. Des vidéos ont fait surface en ligne, montrant des soldats russes, tremblants et désespérés, chuchotant des appels à l'aide dans des téléphones cachés, avouant avoir été abandonnés sans soutien, se plaignant d'être punis pour des échecs qui ne sont pas les leurs. Ces extraits sont rares, les partager expose à de sévères représailles, mais ils résonnent tous avec la même vérité glaçante. La ligne de front, ce n'est pas seulement survivre au feu ennemi, c'est aussi survivre à l'indifférence et à la cruauté de son propre camp. Pour ceux coincés au bas de l'échelle, la survie ne tient qu'à une chose fragile, rester utile aussi longtemps que possible. Ceux qui ne sont plus considérés comme utiles sont envoyés au front de la manière la plus brutale. Ils ne sont pas seulement au bas de l'échelle, mais quelque part en dessous. Dans la terminologie militaire russe officielle, ils sont appelés détachements d'assaut. Clinique, précis. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Les premiers à avancer, les premiers à mourir, et les derniers à être comptés ? Leur désignation est un veau bureaucratique. Beaucoup sont des condamnés tirés des prisons à qui on promet des grâces en échange de 6 mois, au front une promesse que peu vivent assez longtemps pour réclamer. D'autres sont des réservistes qui ont désobéi aux ordres, hésité ou simplement tiré la courte paille. Mais une fois affectés à ces unités, les parcours individuels deviennent moins importants. Tout est réduit à l'essentiel, l'équipement se limite à des fusils rouillés et à de minces gilets à pare-balles, le soutien est presque entièrement retiré et leur valeur perçue chute quasiment à zéro. Ils sont envoyés en avant, comme des sondes humaines, pour attirer les tirs, révéler les positions ennemies, tester les défenses ou simplement déclencher les champs de mines avec leur corps. Certains ne sont pas informés de l'objectif de la mission, d'autres sont délibérément trompés, à qui l'on raconte des histoires de percées imminentes ou de cibles vitales pour justifier la charge en avant. Souvent, il n'y a pas d'équipe médicale qui attend, pas de barrage d'artillerie préparatoire pour affaiblir l'objectif, pas de plan cohérent d'extraction. Et s'ils atteignent miraculeusement la cible, que se passe-t-il ? C'est un mouvement pour le simple fait de bouger, motivé par le désespoir et la menace. Une poignée pourrait être relevée après quelques jours de pure chance. Brisés et attendant la prochaine vague, la plupart sont simplement remplacés rapidement. Le flux des prisons et des bataillons disciplinaires continue d'affluer.
Les rapports des forces ukrainiennes qui récupèrent les morts russes dans ces secteurs dressent un tableau saisissant. Les documents trouvés sur les corps manquent fréquemment d'insignes, d'unités ou d'identifiants personnels. Souvent, il n'y a qu'un numéro griffonné lors de l'attaque. Ces hommes opèrent avec une espérance de vie brutalement courte, mesurée en jours, parfois en quelques heures à peine. Les soldats les surnomment sombrement la vague jetable, ou l'infanterie de la ligne 0, le point où la probabilité de survie tombe à 0. Dans les rares images tremblantes qui apparaissent en ligne où certains d'entre eux s'expriment, leurs thèmes sont constants. À court de munitions, quelques minutes après l'assaut, les commandants disparaissent des postes d'observation arrière, envoyés en avant avec des radios cassées, sans carte et sans lien avec le soutien. D'autres, filmés, demeurent silencieux. Vous n'entendez que le vent, le grondement lointain des obus, peut-être une prière murmurée, puis des grésillements. Pour les commandants de haut rang, ces unités offrent une solution tactique sombre et peu coûteuse. Elles donnent l'impression qu'un secteur est actif, forçant l'ennemi à dépenser des munitions et à révéler ses positions. Elles maintiennent la pression le long du front. Elles épargnent surtout aux unités mieux équipées et plus influentes politiquement, situées derrière elles, d'être immédiatement massacrées. Pour les hommes. En réalité, dans ces unités, tout est réduit à l'essentiel. Il n'y a pas de grands discours sur les objectifs ou sur la victoire dans la guerre, seulement une distance brute et immédiate. Traverse ce champ à découvert, atteint cette première ligne de tranchée, rejoins le prochain corps devant toi, survis aux 5 prochaines minutes. On n'attend pas de ces hommes qu'ils tiennent des positions ou qu'ils réalisent dans des percées décisives, on attend seulement d'eux qu'ils continuent d'avancer jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus physiquement. Et quand ça se termine, c'est dans le silence. Pas d'annonces officielles, pas de médaille à mine posthume, parfois même pas d'appel à la famille restée au pays pour confirmer l'inévitable. Parce que pour le système, les remplaçables ne portent pas seulement un équipement moins cher, ils valent moins cher. Par conception, chaque élément, du recrutement au remplacement, reflète une économie calculée de la vie humaine. Cette économie de la remplaçabilité s'étend jusqu'à l'argent, froid et dur. Derrière chaque ordre d'avancée, il y a un chiffre, une étiquette de prix, attachée à la souffrance et à la survie. Les soldats russes reçoivent un salaire de base modeste, mais les primes constituent la véritable tentation, surtout pour les plus désespérés. Une prime supplémentaire pour le déploiement près du front, davantage pour le combat direct, des sommes additionnelles pour les blessures subies et la plus grosse indemnité de toutes, réservée en cas de décès. Officiellement, les familles des soldats qui ont tombé au combat ne peuvent pas recevoir des millions de roubles. Le montant exact varie. Certaines unités promettent des sommes allant de 12 à 14 millions de roubles, soit environ 130 à 150 000 $, selon les taux de change instables. Mais cette montagne de roubles ne se matérialise que si tout est méticuleusement en ordre. Et c'est là que la promesse s'effondre. Pour les unités d'élite comme les Vozdushno Desantnie Wojska ou les Spetsnaz, les paiements arrivent généralement pour ceux qui sont en bas de l'échelle, surtout dans Storm Z ou pour ceux recrutés directement depuis les prisons. L'incertitude règne. Beaucoup ne sont pas officiellement enregistrés comme personnel de combat, d'autres disparaissent pour des registres, simplement notés comme disparus dans un trou noir bureaucratique. Dans ces cas-là, les familles ne reçoivent de rien ou doivent affronter, pendant des mois, voire des années, une bureaucratie labyrinthique, souvent dans un silence craintif. Une analyse a suggéré que seule une fraction des familles des unités pénitentiaires reçoivent un jour les millions promis. Les soldats blessés font face à une lutte parallèle. L'indemnisation dépend de la preuve que la blessure a eu lieu au combat. Certains sont informés que leurs blessures ne sont pas éligibles. D'autres subissent des pressions de la part de leurs commandants pour ne pas déclarer leurs blessures du tout, afin de préserver les statistiques de l'unité au détriment de l'avenir des soldats. Pour les combattants condamnés, les règles semblent délibérément floues. Un jour, on leur promet des primes et des grâces, le lendemain, l'accord s'évapore. Le paiement est refusé parce que leur recrutement manquait de documents appropriés ou que leur statut n'était pas officiel. Cette incertitude omniprésente n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est le système lui-même. L'armée brandit des salaires élevés, ce qui est particulièrement efficace auprès des pauvres, des personnes isolées et des prisonniers, afin de remplir ses rangs. Mais une fois que ces hommes sont consommés, le coût de la promesse financière à tenir devient un obstacle à contourner ou à éviter. Le coût humain est profond. Certaines familles chaussamment ne sauront jamais si leurs fils, mari ou père sont morts. Aucun corps ne revient, aucune lettre officielle n'arrive, aucune indemnité ne se matérialise. Juste un silence qui résonne.
Pour beaucoup, ce silence est la trahison finale et brutale, qui aggrave le chagrin par la douleur de l'abandon institutionnel. Dans l'économie de guerre de la Russie, les vies sont achetées relativement bon marché au départ et effacées discrètement à la fin, minimisant ainsi la responsabilité financière. Les estimations suggèrent que des dizaines de milliers de personnes recrutées uniquement dans les prisons ont traversé cette sinistre machine depuis 2022. Mais alors que l'État économise de l'argent en retenant les paiements, quelqu'un d'autre en profite. Les contrats militaires explosent. Les entreprises privées de logistique pratiquent des tarifs élevés. Les fournisseurs d'équipements profitent d'une demande constante, souvent pour du matériel de qualité inférieure. D'énormes budgets de guerre circulent, alimentant les intérêts privés bien connectés. Pour chaque prime de décès impayée refusée à une famille en deuil, il y a probablement un entrepreneur qui facture le double pour les rations de carburant ou l'entretien. Et tandis que cet argent remonte sans relâche vers le sommet, ceux qui ont payé le prix ultime restent exactement là où le système les a laissés, silencieux, épuisés et enterrés sans frais. La dernière transaction invisible dans une économie fondée sur leur consommation. Mes amis, si vous êtes encore là, je dois vous saluer. Maintenant, je voulais vous présenter cette réalité sombre des soldats russes les plus pauvres qui s'engagent dans l'armée, ce qu'ils deviennent et quelle est la réalité de leur famille étant en deuil. En général, rien ne leur parvient. Il est important que vous et moi nous connaissions cette réalité et que nous connaissions le coût de la guerre pour les gens des deux côtés. Merci mes amis d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, veuillez devenir membre de la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et jusqu'à ma prochaine vidéo. Au revoir.